Vox Libri. Littérature religieuse, théologie, témoignages de foi. Une émission présentée par François Maillot avec le conseil éditorial de la librairie La Procure. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Vox Libri. Je suis très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines, accompagné aujourd'hui de Mathilde Mailleux de La Procure. Bonsoir François. Bonjour Mathilde. Même, d'ailleurs. Mathilde ne s'est pas couchée, donc on n'en dira pas trop plus. De lecture, trop de lecture. Trop de lecture, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une pile de livres à côté d'elle, donc je pense qu'effectivement, elle a lu toute la nuit. Nous avons le plaisir de recevoir Séverine Arnald-Ibon. Bonjour. Bonjour Séverine Arnald-Ibon, vous êtes une femme, ce qui est très important à dire. Là, les auditeurs se disent qu'il a pété un câble. Non, vous allez voir, c'est très important parce que c'est un livre de femmes. Pas seulement pour les femmes, les hommes ont plutôt intérêt à le lire aussi, mais qui a un titre très éloquent. Madame fait de la résistance. Alors malheureusement, on n'est pas à la télé. Vous pouvez pas avoir la couverture de ce livre que je trouve absolument délicieuse. On a une jeune femme qui a l'air un tout petit peu embêtée en ayant ouvert une boîte de tomates en conserve qui a fait des taches partout avec un marteau. Donc j'ai cru en conclure que c'était finalement une allégorie de la dure condition de la femme dans nos sociétés modernes. Voilà. Alors d'ailleurs, je ne sais pas non plus très bien ouvrir les boîtes de conserve, je peux le confesser. Mais donc Séverine Arnald-Ibon, ce livre, on va en parler. Mais d'abord, qui êtes-vous ? Parce que c'est important, je pense, pour comprendre de quel point de vue vous vous placez pour parler justement des femmes aujourd'hui. Voilà. Je suis mariée, mère de famille, j'ai 3 garçons et écrivain par-dessus le marché. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Oui. Il y a un certain nombre d'activités. Alors, vous êtes d'ailleurs, vous faites partie de ces femmes qui sont à la fois, on va dire, au foyer et à la fois actives, puisque vous écrivez, donc vous travaillez aussi. C'est tout à fait ça, mais je travaille principalement et presque exclusivement de la maison. Voilà, donc c'est un choix. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Alors, j'ai été très, très marqué finalement par ce que vous dites au début du livre, c'est que finalement les femmes ont toujours tort. Alors, je regarde à la fois Mathilde et Séverine, je fais très attention, j'ai peur de me prendre des coups de pied sous la table, donc j'ai un peu peur en animant cette émission. Mais voilà, les femmes ont toujours tort parce que quand elles sont mères au foyer, il y en a pas énormément, mais enfin il y en a quand même un certain nombre. Bon, on leur reproche de rien faire. Bien entendu. On leur dit qu'elles passent leur temps à faire le ménage et à changer les couches, avec un petit air condescendant. Donc, voilà. Et puis, quand elles ont des enfants et qu'elles travaillent à l'extérieur, il y en a beaucoup qui vivent ça, ce sont des mauvaises mères, parce qu'elles abandonnent leurs enfants, qu'elles s'en occupent pas. Donc, on a quand même un peu l'impression que la femme, elle perd à tous les coups. C'est ça ? Si on la met dans ce dilemme absolument terrible, oui. Parce qu'on ne peut pas être parfaite partout, on ne peut pas être partout à la fois, jusqu'à preuve du contraire, aucune femme ne peut se téléporter. Ce serait peut-être pratique, mais pour le moment, on n'y arrive pas. Et j'avais juste envie de sortir de cette stérilité de l'affrontement entre deux choix qui ont chacun leur valeur et qui mettent juste qui peuvent mettre en péril tout l'équilibre personnel d'une femme, de sa famille, et tout en même temps que son travail. Alors qu'il y a juste à renverser la perspective et à essayer de comprendre à partir de l'être et non pas toujours à partir du faire. Alors ça, c'est un petit peu l'objectif du livre, c'est d'essayer de se dire, c'est de retrouver qu'est-ce que c'est que la femme, quelle est sa vocation, quelle est sa spécificité par rapport à l'homme, et on va aborder toutes ces questions. Mais en fait, vous, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre? Parce que on voit bien, vous avez votre vie, vous avez, je pense, essayé de trouver cet équilibre. Sans doute qu'il y a un cas, comme la plupart d'entre nous, on essaye tous de trouver des équilibres et on se débrouille comme on peut. Mais là, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de publier. Il y a eu quelque chose qui a déclenché ça? C'est probablement une longue réflexion. En fait, j'en avais vraiment assez d'entendre décrire les femmes et la féminité par des stéréotypes exclusivement. Alors, soit des stéréotypes débiles qui vous ravalent au rang de blonde, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans la plus grosse vulgarité,
ou au contraire avec des stéréotypes qui se veulent tout à fait charmants. La femme aurait, paraît-il, une plus grande capacité relationnelle. Moi, comme je suis horriblement timide, vous n'imaginez même pas comment je le prends. Que les femmes sont bavardes. J'ai été silencieuse pendant très très longtemps, donc non, c'est pas possible. Est-ce que j'étais encore une femme en entendant ce genre de choses? Et je supposais, à juste titre, je crois, que beaucoup d'autres femmes ne se retrouvaient pas non plus dans ces stéréotypes. Donc j'ai juste cherché où on pouvait trouver les grands charismes féminins, les vrais grands charismes féminins, en dehors des traits de personnalité qui sont propres à chacun. Alors d'ailleurs, vous commencez le livre par une sorte de voyage à travers les siècles pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a été la condition de la femme à travers les âges. Et finalement, vous dites que c'est quand même pas exactement conforme à un certain nombre de caricatures qu'on entend souvent par rapport au rôle de la femme. Oui, j'étais assez frappée, et c'est vrai en utilisant beaucoup le travail de l'historienne Régine Pernoud, de découvrir que le Moyen-Âge est sans doute une des périodes où les femmes ont eu le plus de possibilités d'exercer à la fois leur être et leur talent. Évidemment, pas du tout dans une société parfaite, puisque ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, mais disons que c'est une période où on sent un réel désir de faire l'unité de la personne. Même si ça n'est pas toujours possible, bien évidemment. Dans l'Antiquité, on sent qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Les choses sont compartimentées d'une manière parfois très rigide. Même chose à l'époque classique. Toujours pareil au moment de la Révolution et des Lumières. Et le 19e siècle, on a l'impression d'une espèce d'étouffement général. Et pourtant, à chaque siècle, il y a quand même des caractères, des personnalités qui émergent. Le Moyen-Âge, c'est une période où il y avait des mères abbesses qui avaient énormément de poids, où il y a eu des femmes qui, je sais pas, comme Catherine de Sienne, qui pouvaient... Léonore d'Aquitaine, qui fut femme et puis, parfaite expression. Voilà, et puis, je sais pas, Blanche de Castille, qui, pendant que Saint-Louis allait aux croisades, il a passé quand même la moitié de son règne en dehors de France, c'est elle qui dirigeait le pays. Toute évidence, ça ne posait de problème à personne. Donc, quand même, voilà, il y a un certain nombre de stéréotypes, mais c'est vrai quand même que vous essayez de sauver un petit peu le 19e siècle là, dans votre livre. C'est vrai quand même que le 19e siècle, il y a quand même un carcan de la bourgeoisie, il y a un stéréotype social extrêmement fort et qui pour le coup, ne fait pas totalement la part belle aux femmes. Non, on peut quand même le dire comme ça. Je n'ai pas très envie de sauver le 19e siècle pour autant, mais ce qui m'a vraiment intéressée, c'était la voix que portent certaines femmes, surtout parmi les femmes écrivains, en fait. C'est par là qu'on en trouve le plus, me semble-t-il. En tout cas, parmi celles qui vont le plus toucher. Et alors, je fais un parallèle un petit peu osé, mais c'est vrai que si Solzhenitsyn était qualifié pour parler de la liberté après avoir connu la dissidence, la résidence surveillée et la Sibérie, on peut supposer que les femmes du 19e siècle sont qualifiées aussi pour nous parler de la féminité, justement à cause de toutes ces entraves qu'on sent, qui sont aussi bien juridiques que sociales ou culturelles. Et leur voix me touche parce qu'elles vont chercher juste à l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est quoi? C'est quoi le secret de l'être féminin? Je crois que je pourrais le résumer d'après les travaux d'une théologienne uruguayenne qui m'a beaucoup, beaucoup éclairée, qui s'appelait Maria Teresa Porcil Santizo, j'espère que je n'écorche pas son nom. Elle résume l'ensemble des charismes féminins par un espace habitable. Tout simplement parce que la structure corporelle d'une femme suppose un espace. Et il n'est pas du tout question de passer par une logique qu'on aurait subie parce qu'il faudrait porter des enfants pour pouvoir le vivre. Non, c'est valable pour n'importe quelle femme, y compris une adolescente. Et toute la réflexion théologique qu'elle propose passe par l'espace habitable et par le rythme du corps féminin. Et là-dessus, moi, j'ai fait des découvertes absolument fabuleuses. Mathilde, ça vous parle, cette idée d'espace habitable? Oui, je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais effectivement, peut-être que l'essence même de notre être passe par là. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, et notamment peut-être paradoxalement plus encore aujourd'hui qu'avant, on a peut-être tendance à mépriser, à oublier ce corps. C'est-à-dire qu'il faut le parfaire. Aujourd'hui, il faut le parfaire. Il ne faut pas qu'on soit... il y a une forte pression de la part de la société aujourd'hui par rapport l'image et la compétition. Voilà, la compétition. Et c'est vrai que le corps, notre corps est particulièrement sensible et c'est vrai, ça c'est le propre féminin, ça, d'être très sensibilisé. Notre corps est sensibilisé de toutes les façons par les affects, la pression, etc. Et je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où les femmes ont tendance à oublier un peu ce corps qui leur parle.
Oui, Séverine oui, je Arnel-Libon. partage tout à fait ce point de vue, et notamment en pensant au transhumanisme, avec toutes les possibilités qu'on nous propose dès aujourd'hui, ou qui ne sont pas encore tout à fait réalisées, mais qui permettraient de gommer totalement le corps. Or, les chrétiens ont justement un discours tout à fait différent à porter en eux-mêmes avant de le donner aux autres. C'est celui que nous sommes incarnés, que nous vivons dans un corps, et c'est par là que nous sommes et que nous entrons en relation avec les autres. Quel que soit, évidemment, je vais pas. Certaines prothèses peuvent rendre d'énormes services, futuristes, peuvent rendre de très grands services à des personnes qui portent des handicaps ou des maladies parfois très lourdes. Mais le fait de proposer à des femmes de porter un enfant à l'extérieur de leur propre corps, ça suppose quand même de chapeauter pas mal. Alors par rapport à cet être féminin, qu'est-ce que, parce que vous avez regardé ça de près, qu'est-ce que le texte biblique, qu'est-ce que le texte de l'Évangile apporte justement de spécifique comme regard sur la femme? Si l'on prend juste l'Évangile, ce qui est fondamental, et c'est ce que le Moyen-Âge avait découvert justement, c'est que Jésus propose à tout être, qu'il soit homme ou femme, d'être une personne, de se reconnaître comme personne et d'être reconnu comme respectable, avec une dignité. Et c'est tout le regard que porte Jésus sur les femmes qui leur permet de se relever. C'est aussi le fait de partir de la personne suppose qu'on a accès à l'instruction, qu'on est libre et digne, que notre volonté a un sens et que nos choix ont un sens aussi, qu'on soit homme ou femme. C'est ce que la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge ont découvert et que nous avons, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, apporté toujours. Alors, je vais peut-être laisser Mathilde nous faire une petite présentation de livre, pour faire une petite pause là dans cette émission. Et puis, on va revenir après avec Séverine Arnel-Libon pour entrer dans des questions un peu plus compliquées. Par exemple, la femme dans l'église ou bien la femme au travail. On va rentrer dans le dur juste après. Mais d'abord, Mathilde, avec 2 conseils de lecture, je crois. Oui, tout d'abord, Les cathos, écrit par la journaliste Linda Kay, enquête au cœur de la première religion de France et aux éditions Talendier. Alors, c'est une très belle enquête menée par cette journaliste sur le monde catho en France. Les catholiques, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des hommes, des femmes de culture catholique pour la plupart, mais aussi des recommençants, des convertis. C'est une enquête extrêmement vivante, très incarnée. J'ai beaucoup apprécié ce livre qui nous permet de voir dans les soubassements de la France, dans les différentes couches de la société, ces catholiques qui font vivre l'Église, qui ont une expression croyante diverse et qui permettent de bien comprendre et de bien prendre la mesure de cette richesse catholique en France. Vraiment un très beau bouquin. Et puis, je continue avec un autre livre très différent cette fois-ci. Je vous écris de la Terre Sainte. C'est publié aux éditions Bayard. C'est le père David Neuhaus. Alors, nous ne le connaissons pas très bien ici en France. C'est un homme qui a un parcours particulier. Il est sud-africain d'origine. Il est parti en Israël tout jeune homme. Il est de confession juive. Et puis, il s'est converti au catholicisme et est devenu prêtre jésuite. C'est un recueil magnifique, c'est un recueil d'articles en fait, magnifique, sur la Terre Sainte, sur cette terre qu'il a découvert, jeune homme, qu'il a appris à aimer. Et c'est un cri du cœur pour cette terre aux multiples confessions, multiples cultures, cette terre qui appelle au dialogue interreligieux. C'est vraiment un très bel ouvrage, un beau plaidoyer aussi pour la paix, la concorde entre les peuples. Et puis c'est aussi un très bel ouvrage qui vient compléter toute une série de livres qui paraissent aujourd'hui sur les chrétiens d'Orient. C'est vraiment un très très beau livre que je vous recommande. Merci Mathilde pour ces 2 conseils de lecture. Alors je me retourne vers Séverine Arnel-Libon. Vous êtes de Lyon, je crois. Oui, j'habite à Lyon depuis mon mariage. Vous habitez à Lyon et d'ailleurs dans le livre de Linda Kay, il y a beaucoup de focus sur la ville de Lyon. Je le dis à nos auditeurs. Alors, votre livre n'est pas du tout un plaidoyer féministe au sens idéologique du terme, et néanmoins, c'est un plaidoyer pour la femme, mais je distingue bien les mots. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a une liberté de ton et une liberté aussi de propos. Et vous abordez notamment quelque chose qui est quand même une vraie question aujourd'hui dans l'Église, qui est la place de la femme dans l'Église. Oui.
Alors, vous n'êtes pas en train de revendiquer le sacerdoce pour les femmes, Pas du tout. je le dis tout de suite, mais vous dites quand même, il y a un problème. Il y a un problème sur la manière dont sont accueillies les femmes dans l'Église, y compris d'ailleurs dans l'espace même de l'Église au sens bâtiment. Oui. Là, il y a un truc qui ne va pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Séverine? J'ai envie de penser d'abord aux plus jeunes, en particulier les petites filles. J'en avais parlé avec 2 ou 3 personnes qui partageaient tout à fait les questions que je me posais. Et à force de réfléchir, j'ai fini par mettre bout à bout différentes réflexions. Et j'ai découvert dans quelques paroisses, je ne sais pas si elles sont nombreuses, qu'on n'accepte pas les petites filles comme servantes d'hôtel, servantes de messe. Bon, admettons. Mais en plus, dans certaines paroisses, en effet, on leur propose de porter une cape blanche, de se tenir au pied de l'autel, de distribuer les feuilles de chant, et puis, voilà, guère plus. Alors que les garçons se portent l'aube que tous les enfants portaient autrefois à la profession de foi, ce qui est un symbole plus simplement baptismal, donc accessible normalement aux garçons et filles. Et puis on les tient bien loin de l'autel. Comme si la présence d'une petite fille, alors je peux extrapoler en disant d'une femme, posait un problème. Alors, moi, j'ai pensé immédiatement aux femmes qui étaient venues embaumer le corps de Jésus au matin de la résurrection. Je ne sais pas si ça les ferait rire ou pleurer, mais moi, je me pose des questions. Alors que d'autres paroisses se contentent à l'exemple de Benoît XVI, qui s'est adressé directement aux filles et aux garçons, en parlant de la qualité de l'éducation, des différences hommes-femmes, que justement on peut enseigner au plus près du corps du Christ à tous ces enfants, en les respectant comme garçons et comme filles. Et oui, ce genre de pratique me pose question, parce que dans ce cas-là, avec mon côté un peu provoque, bien entendu, j'ai envie de pousser la question jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas éliminer les femmes du cœur de l'Église, simplement parce qu'elles sont femmes? Alors dans ce cas-là, plus de distribution eucharistique à la messe, plus de lecture, plus de chant, ça peut nous mener très très loin. Et c'est quelque chose de parfaitement risible, qui est dénué de tout fondement théologique. Il ne s'agit pas du tout de le rapprocher du sacerdoce, c'est pas du tout ça. C'est la proximité du corps du Christ, tout simplement. Alors, ça pose la question aussi, plus généralement, de la place des femmes dans la structure même de l'Église. C'est vrai que dans les commissions, dans toutes les instances un peu institutionnelles, parfois ça manque cruellement de présence féminine, et on se dit, allons jusqu'au bout. Un certain nombre de drames peut-être que nous vivons aujourd'hui, dont nous savons qui ressortent très très largement à la surface, auraient peut-être pu être évités s'il y avait eu une présence féminine plus forte, plus attentive à un certain nombre de choses. Donc là aussi vous dites, il ne s'agit pas de dire qu'il faille que les femmes soient évêques non plus, non. mais elles peuvent peut-être participer beaucoup plus à un certain nombre d'instances. Ça peut se vivre éventuellement chez les laïcs en mission ecclésiale. Il y a énormément de femmes dans ce domaine-là. Ce qui me paraît au contraire toujours un peu... La partie à réévangéliser notre Église, c'est de ne pas toujours se cantonner au juridique, au statu quo, qui fait qu'on garde la situation, on n'y touche pas et on ne cherche pas à creuser vraiment en profondeur, sous prétexte qu'on veut éviter les sujets tendancieux sur le mariage des prêtres ou sur le sacerdoce des femmes, qui sont pour le moment complètement hors de propos, à la limite à côté de la plaque. Mais tout ça nous évite d'aller chercher vraiment au cœur. Quels sont les lieux où notre Église n'est pas encore tout à fait évangélisée? Quels sont les lieux où on considère que chez une femme, il y a le pur et l'impur? Quelles sont ces vieilles superstitions qu'on sent encore culturellement imprégner une partie de la société? Et c'est là que j'ai envie d'aller creuser. C'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas si Mathilde a quelque chose à rajouter sur la place des femmes dans l'Église. Je suis sûr un petit peu. Oui, si. Non, je trouve effectivement qu'il y a il y a quand même un certain malaise pour une femme à être dans une église. Il y a vraiment une difficulté à se sentir pleinement accueillie, quand même, quelque part. Vous voyez, par exemple, en vous écoutant, je réfléchissais, je me disais, c'est vrai que la femme, elle est reléguée, effectivement, soit elle anime les chants, soit elle distribue la communion quand ça lui est donné, puis sinon c'est la dame catée. Et il y a quelque chose de très péjoratif dans cette façon d'accueillir. L'Église ne fait pas... vous voyez, je pensais aussi à « Hommes et femmes, il les créa ». Et je trouve qu'il
il y a quand même un vide aujourd'hui pour les femmes. Il y a quand même un espace, là vous parliez d'espace tout à l'heure, il y a un espace qu'on ne peut pas prendre vraiment en Église. Et c'est une souffrance, je pense, pour les femmes qui ont tant de choses à donner et qui aimeraient tant donner plus, je pense. Et puis c'est quand même elles, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est quand même elles qui sont celles qui transmettent la foi dans les familles Oui. et ailleurs, beaucoup plus que les hommes. Il faut quand même être clair par rapport à ça. Donc c'est vrai que moi aussi, je fais de la résistance avec vous, mesdames. Je trouve que c'est quand même un peu injuste. Alors, comme l'heure avance, moi je voudrais qu'on reparle du travail. Vous avez 3 enfants. 3 garçons, oui. Donc vous n'avez pas de filles. Mais Non. admettons, enfin je pense que vous parlez aussi avec des jeunes filles Bien de sûr. temps en temps. Qu'est-ce que vous dites à une jeune fille qui se pose des questions qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme métier, comment je vais arriver à concilier une vie professionnelle et une vie familiale, qu'est-ce que vous lui dites, quelles sont pour vous les clés, les clés, les bonnes questions à se poser? Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne réponse, mais j'aurais tendance à lui demander d'abord qu'est-ce que tu veux être? Être profondément. Ce qui compte le plus pour toi, est-ce que c'est de te marier et d'avoir des enfants? Est-ce que c'est fondamental chez toi? Ou est-ce que tu te sens terriblement appelé à quelque chose d'autre? À une activité extérieure, si tu veux devenir marin ou médecin, ça vaut la peine d'y réfléchir avant. Et d'ajuster suivant les événements, suivant les circonstances. Il y a des femmes qui vont avoir une vie professionnelle extrêmement remplie jusqu'à 35 ans, qui tout d'un coup vont se dire, ben voilà, j'ai rencontré l'homme avec qui je veux passer toute ma vie, et voilà, on a des enfants un peu tard. Il y en a au contraire qui se marient très jeunes, qui découvrent une vie professionnelle après avoir élevé leurs enfants pendant 10-15 ans. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité de la personne. Arrêter de toujours compartimenter entre... Comme si on n'avait pas accès à notre être profond. Mais tout ça, c'est aussi de la qualité du silence, la qualité de la vie que l'on veut mener. Dans l'activisme, on finit par se perdre de vue. Et la chance des femmes, des mères de famille qui décident j'allais dire des femmes au foyer, oui, enfin, c'est très réducteur quand on dit ça. Les femmes qui décident de travailler de la maison en s'occupant principalement de leur famille et aussi d'avoir une activité personnelle, leur chance justement, c'est la capacité à avoir accès au silence personnel intérieur. Parce que c'est là que Dieu parle, c'est là que nous recevons de Dieu et que nous sommes capables de redonner ce que nous avons reçu, y compris quand on écrit un livre. Est-ce que, et peut-être que ça va, la question Mathilde pourra aussi y répondre après Séverine, mais est-ce que aussi on ne peut pas dire qu'il est fondamental, enfin, les femmes apportent beaucoup dans la vie professionnelle, Oui. dans les entreprises. On voit tout de suite qu'elles apportent autre chose que les hommes, que ce mélange des deux est extrêmement important, et que parfois le risque c'est que elles soient encore une fois obligées dans l'entreprise d'être comme les hommes, alors qu'en fait on leur demande juste d'être elles-mêmes. Oui. Certaines d'entre elles, à la fin du livre, j'ai recueilli quelques témoignages de femmes de tous âges et de toute profession. Et certaines d'entre elles disent qu'elles sont dans un monde d'hommes où elles ont à la limite presque du mal à survivre. Et il est certain que le travail ne peut se faire qu'à partir de la personne et pas l'inverse. Et c'est en ça que c'est une résistance, parce qu'il y a parfois le fait d'oser demander à travailler d'une manière différente, soit en télétravail, parce que ça ne change pas grand-chose. L'être humain ne peut pas travailler sous surveillance. On travaille bien ou on travaille mal, mais qu'on soit à 10 km de son bureau ou juste sous l'œil de son directeur, c'est la même chose. Et c'est la souplesse du temps de travail aussi compte énormément, ou la capacité à s'installer soi-même en auto-entrepreneur. J'ai entendu parler tout récemment d'une jeune femme qui a un enfant autiste, qui vit du RSA, et à qui on remettait dont on remettait les droits en cause pratiquement tous les 3 mois, simplement parce qu'elle ne prenait pas le temps de chercher du travail. Évidemment, elle ne le pouvait pas. Elle a fini par créer son entreprise. Voilà. Mathilde, vous qui êtes à la fois mère de famille et une femme très active à la procure, ça Eh bien, fait écho. oui, ça fait En écho. quelques mots. Oui, en fait, je pense qu'il faut se dégager de quelque chose qui est terrible pour les femmes, c'est qu'elles ne sont pas une fonction. Elles ne sont ni fonction quand elles sont mères au foyer ou à la maison, et de la même façon en entreprise. Et nous, on a aussi peut-être une chance, c'est à inventer, mais encore faut-il qu'on nous laisse la possibilité d'inventer notre mode à nous, à chacune d'entre nous, en fait. Et voilà, c'est surtout ça, moi, que je retiens. Parce que vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, les femmes apportent beaucoup, mais là encore,
c'est vrai que c'est bien pour l'équilibre, mais ça répond à une fonction. Quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, Séverine Arnel-Libon, on va bientôt se quitter, puisque ça va être la fin de l'émission. Le, Votre titre, c'est La Résistance. Il y a un peu ça quand même. Vous voulez quand même donner une parole qui résiste à tous les clichés, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Qui résiste aux clichés et à la dispersion de l'être humain, à son éclatement. C'est vraiment par l'unité et par le retour à notre être profond que je crois nous pouvons savoir qui nous sommes comme hommes et comme femmes. Merci en tout cas Séverine Arnel-Libon pour ce très joli livre dont je recommande la lecture à nos auditeurs et à nos auditrices. Je ne vais pas les oublier, celle-là aujourd'hui. Madame fait de la résistance, c'est publié aux éditions du Cerf. Merci Mathilde de m'avoir accompagné à ce micro et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vox Libri.